Bonjour à tous. Un exploit récent a braqué les caméras sur un laboratoire privé et français d'intelligence artificielle. Il s'agissait d'une victoire d'une IA face à 8 champions du monde de bridge. Mais c'était surtout la preuve de la puissance d'une IA différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, enfin explicable, enfin frugale et collaborative. On en parle aujourd'hui dans la grande interview avec mon invité Véronique Ventos, qui est la cofondatrice de Nukai, ce laboratoire d'IA privé implantée à Paris, et elle est également chercheuse à la tête des travaux de cette IA de nouvelle génération. Je lui poserai plein de questions sur ce que ça promet pour demain. Et puis Smartech se refermera avec son grand rendez-vous dans l'espace qui sera dédié cette semaine au débrief de l'actu spatiale. Mais tout de suite, donc, place à la grande interview Nukai. Mon invité aujourd'hui est à la tête d'une des startups françaises les plus prometteuses en intelligence artificielle, pionnière d'une IA dite de nouvelle génération, qui a fait ses preuves récemment en battant à plate couture 8 champions du monde de bridge. C'est historique à plusieurs titres, on en parle tout de suite dans la grande interview. Bonjour Véronique Ventos. Bonjour Delphine. Alors, vous êtes, merci beaucoup déjà d'être avec nous pour cet exercice de la longue interview. Vous êtes chercheuse en IA, cofondatrice de Nukai. Déjà, je voulais qu'on voit ensemble les différents types d'intelligence artificielle qui existent. Comment vous définiriez-vous déjà en tant que chercheuse en IA? Quel type de chercheuse êtes-vous? Alors, je suis une chercheuse qui se disperse. Enfin, disperse, c'est un grand mot. C'est-à-dire que depuis vraiment le tout début, depuis mes études, y compris ma thèse, j'aime bien changer de domaine, mais avec parfois quand même quelque chose de fédérateur. Donc, il y a Et qu'est-ce que c'est alors le fédérateur? Le point commun, votre domaine de prédilection? Alors, le point commun, je dirais que c'est vraiment la logique. La logique, qui est quelque chose qui peut être utilisé pour faire des maths, mais également pour faire de l'intelligence artificielle explicable. Et ça, c'est grâce à Daniel Kaiser, qui est un pionnier d'IA et que j'ai eu la chance d'avoir comme encadrant. Mais c'est vraiment la logique, parce qu'il y a ce côté formel, j'aime les maths, et en même temps, ce côté espéranto pour pouvoir discuter avec l'humain. Oui, c'est ce que vous dites. Vous vous qualifiez davantage comme une chercheuse en IA matheuse plutôt qu'informaticienne. Qu'est-ce que ça change, ça, dans la façon de le concevoir, ce futur de l'IA? Alors, en fait, moi, je ne vais rien changer à moi toute seule déjà. Ça, c'est la première chose. Pour nous, une équipe de chercheurs, c'est une équipe justement où il y a des gens différents. Donc moi, c'est vrai que je suis pas très forte et j'aime pas tellement coder, mais maintenant, j'aime bien, voilà, ce que j'ai un petit peu dit. Enfin, je vais pas m'étendre sur moi. Et en fait, chez Nukai, on a pu mettre ensemble cette équipe de chercheurs. Et le futur de l'IA, c'est une IA qui n'est pas monolithique, qui sait utiliser différents domaines. Donc, mon éparpillement, qui au départ était un petit peu spécial à l'université, finalement porte ses fruits parce que je suis assez à l'aise pour passer d'un domaine à l'autre, essayer de faire des ponts. Et le futur de l'IA, pour nous, c'est vraiment de pouvoir mettre ensemble des techniques. Et puis ensuite, évidemment, cette intelligence artificielle nouvelle génération qu'on est en train de développer. Qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence artificielle nouvelle génération? Quelle est la promesse finalement derrière? Je disais explicable, collaborative, frugale. C'est vraiment nouveau ça comme notion déjà pour l'IA? Alors, ce qui est séparément, ça va pas être forcément nouveau. Hein. On part pas de zéro. Mais l'idée, en fait, le premier point qui va nous distinguer des approches classiques, en dehors du côté explicable, c'est le fait de mettre ensemble des méthodes, dont des méthodes explicables. Mais on ne se prive pas d'avoir, bien sûr, la puissance. On n'est pas en guerre, en fait. Il y a une guerre un petit peu de l'IA, mais depuis le début des temps, hein, entre ce qu'on appelle l'IA symbolique, avec la logique, l'IA plus numérique, les réseaux de neurones. Nous, on n'est pas du tout en guerre. On regarde, on essaye d'adresser des problèmes. Et c'est cette IA hybride qui est caractéristique de ce qu'on sait faire chez Nukai, puisque... C'est la seule IA hybride aujourd'hui qui ait fait ses preuves? À ma connaissance, je dirais oui, hybride à ce Jusqu'ici, point-là. on avait vraiment des spécialisations qui ne se parlaient pas ou qui ne travaillaient pas ensemble. Exactement. Pour des raisons, en fait, évidemment, ça, sur les applications, les GAFA, etc., c'est plus le côté hype et puis le côté ça marche bien. Et puis, il y a plein de données, ça marche bien sur les photos, sur des choses, donc on va continuer à faire ça.
Et sur la partie recherche, c'est tout à fait normal parce qu'il faut vraiment des mois pour arriver à communiquer avec des gens qui ne parlent pas le même vocabulaire que vous. On n'est pas dans les mêmes conférences. Donc c'est assez spécial de mettre des chercheurs ensemble qui vont enfin communiquer. Mais pourquoi ils le font ? Ils le font parce qu'on avait justement ce magnifique challenge qui est très, 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 en fait, porteur pour pouvoir recruter des gens. Alors, ce challenge, donc, c'était cette bataille entre une IA, donc finalement un logiciel, hein, et 8 champions du monde de bridge, des maîtres reconnus. L'IA, visiblement, n'a rencontré aucune difficulté dans la bataille. Elle a battu les 8 champions du monde, donc, mais sur cette restriction sur une partie du jeu, c'était une première mondiale, mais heureusement pour nous et heureusement pour le bridge, qui est un jeu magnifique, on n'en a pas fini. Hein. L'idée, c'était vraiment d'utiliser le bridge comme bac à sable pour développer les nouvelles technologies dont on a parlé, et ensuite les transférer sur des alors applications. Pourquoi le bridge, mais surtout au-delà de ça, pourquoi les jeux ? Parce que finalement, Google Alphabet fait parler de lui dans ses programmes en IA quand il s'agit de combats sur le jeu de Go. Enfin, à chaque fois, on utilise finalement les jeux de société les plus classiques. Oui, tout à fait. Alors, les raisons pour lesquelles on utilise les jeux sont liées au fait que même si le jeu est compliqué, les règles sont simples. Donc, c'est plus facile de valider ou d'invalider. Et puis ensuite, et c'est ce qu'on a fait sur le bridge, c'est ce qu'ils font moins quand on a des approches purement numériques. Mais normalement, on est censé récupérer l'expertise des humains, puisque justement, l'humain, il faut le garder dans la boucle. Il sait faire des tas de choses que la machine ne sait pas encore faire. Hein. On est un petit peu dans le hype sur l'IA, mais... C'est-à-dire qu'en même temps, vous observez la manière dont jouent les humains face à la machine ? Alors, c'est pas forcément les humains face à la machine, c'est leur passé de joueurs humains, en fait, les uns contre les autres. Donc, typiquement pour le bridge, on a récupéré les règles du bridge, on les a incorporées avec cette logique, on a incorporé des contraintes liées à la première phase, je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que vous êtes une vraie bridgeuse, hein, bien sûr. Vous adorez ce jeu. Oui, donc, oui, mais on va pas, moi je ne le suis pas. Oui, non, mais ce n'est pas la peine. Mais ce jeu, en fait, comme vous l'avez dit, a des caractéristiques qui sont proches des applis de la vie réelle, donc telles que l'incomplétude, on prend sans arrêt des décisions avec un tout petit bout de l'information. Et on doit essayer de raisonner pour récupérer l'information cachée. Et puis, effectivement, on a un partenaire, des adversaires, donc les histoires de négociation, etc. Et enfin... Et c'est plus complexe et plus probant que le jeu de Go ? Alors, c'est plus complexe puisque ça résistait, et ça résiste encore hein, sur sa totalité à l'intelligence artificielle. La complexité, en fait, est différente. Je dirais que le jeu de Go, c'est un magnifique challenge. Hein, c'est vraiment... mais on va plus avoir des problèmes, en fait, de combinatoire, c'est-à-dire d'espace énorme. Mais on voit tout. On voit tout. On sait absolument quelles sont les pierres et quelle est la taille du goban, etc. Et donc, je dirais alors qu'au bridge, c'est caché, finalement. C'est complètement on a caché. Des informations cachées. On a ces 13 cartes et les 39 autres, on ne sait pas trop où elles sont. Et il faut essayer de déduire intelligemment pour se balader dans cet espace. Et puis il y a des notions aussi psychologiques. Et on était très fiers parce que Nook, notre robot, n'a pas fait que battre les humains. Les humains nous ont fait le plus beau compliment. Ils ont dit, c'est la première fois qu'on joue contre un robot qui joue comme un humain. Et c'était... C'est-à-dire, ils sentent que ce n'est pas la puissance de calcul qui les a battus. Ils sentent qu'il y a une technologie nouvelle hein, qu'on va bien sûr publier. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, jouer comme un humain ? Ça veut dire finalement avoir des failles, des fragilités, ça veut dire commettre des erreurs ? Ça veut dire aussi, surtout, profiter de la faiblesse, entre guillemets, des adversaires. Jusque-là, quand on travaille sur des jeux à info incomplètes, on considère que les adversaires ont toute l'info. Donc, on va considérer qu'ils jouent au mieux. Et ça, en fait, c'est pas bien joué. Un bridger, s'il considère que tout le monde joue parfaitement, eh bien, il va pas être bon, en fait. Il faut parfois comparer quelque chose qui, d'un point de vue probabilité, est meilleur à quelque chose où finalement
on va faire une faute à l'adversaire parce qu'on sait qu'il ne connaît pas toute l'info. Il a un retour sur cette faiblesse. En fait. Alors, je voulais retrouver, je l'avais noté, la phrase de Cédric Villani. Voilà, Cédric Villani, donc le président de l'Office parlementaire des choix, d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui est aussi médaille Fields 2010, qui a dit « Ce sont de fascinantes perspectives sur la compréhension des raisonnements probabilistes avec information cachée et d'explicabilité des algorithmes. » Est-ce que ça veut dire qu'enfin, on va vraiment pouvoir apporter une totale transparence sur les algorithmes ? Alors, je dirais que on peut apporter, alors total, ça, je n'irai pas, je ne sais pas ce que ça veut dire total, parce que déjà les explications, ça va être très différent d'un domaine à un autre. Est-ce qu'on veut savoir pourquoi il a pris la décision, comment ils sont comportés, sur quoi il s'est basé, quelles données il a collectées au départ. Exactement. Ouais. Est-ce qu'il y a des biais de données ? Moi, en fait, c'est aussi devenu à la mode. Au début, on était un peu tête de l'art. Je disais, moi, j'en ai marre du deep learning. On va mettre ça ensemble. On va faire de l'IA explicable. Et il y a 4 ans, 5 ans, on me disait, mais non, c'est pas possible. Et puis maintenant, c'est vrai que c'est devenu à la mode. Mais explicabilité, il faut faire attention. À la mode parce qu'il y a une nécessité. Parce qu'aujourd'hui, en Europe, on est en train de créer des règles pour... encadrer ce que les algorithmes aujourd'hui gèrent pour nous, finalement. Complètement. Donc, il y a cet aspect qui est fondamental. Et jusqu'où on peut aller ? Alors, qu'est-ce qu'on peut exiger comme transparence aujourd'hui algorithmique ? Alors, ce qu'on peut exiger au minimum, c'est tout ce qui est prise de décision, que la machine soit capable de donner le pourquoi elle a pris cette décision avec le vocabulaire de l'expert, bien sûr. Oui. Pas parce que 12, 23, 48, etc. Voilà. Et grâce à cet espéranto, j'en reviens à mon dada, la logique, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est quelque chose, on peut dire, voilà, j'ai pris cette décision parce que... Et à ce moment-là, l'expert va pouvoir dire, ah non, mais ça, c'est pas possible. Soit il y a un problème de biais, et dans ces cas-là, au moins, il est prévenu. Il ne va pas se retrouver avec une grosse surprise à l'utilisation. Ou encore mieux, il va pouvoir faire progresser l'IA. Parce qu'il y a cette notion que nous, on pense que le futur, c'est surtout l'IA et l'humain qui collaborent, qui s'échangent des informations et qui arrivent ensemble à adresser des problèmes. Donc l'humain va être capable de nous dire « Ah ben non, puisqu'on lui dit « On a pris cette décision parce que ça, ça... » Ah, presque, mais ça, c'est pas tout à fait vrai. Et ça nous aide en fait à mettre à jour... Mais est-ce que c'est pas quand même déjà ce qui se passe ? Est-ce qu'on peut vraiment dire que, je sais pas, par exemple, quand on a eu les révélations de Frances Haugen qui a laissé entendre que finalement, même les data scientists de Facebook ne savaient plus contrôler leurs algorithmes. C'est vrai, ça, c'est possible ? C'est vrai. Ça, c'est complètement vrai. Non, ça, c'est complètement vrai, ouais, bien sûr. Bien sûr, parce que quand on a... bon, je dirais qu'on n'est pas non plus dans la perte de contrôle complète, parce que pour l'instant, l'IA encore... Parce qu'il crée des réajustements aussi, sans cesse. Mais ils n'ont pas... c'est vraiment du calcul de... Comment dire c'est une étude de ce que vous faites, mais de ce que vous faites complètement... de manière numérique. Vous êtes là, vous cliquez, etc. On va agréger, on va dire, ah bah tiens, vous avez le même comportement qu'un tel, donc on va vous proposer les mêmes choses, etc. Ça manque de sémantique. Et cette sémantique, elle ne peut être apportée que par ce qu'on appelle les background knowledge qui permettent de... Et ça ne limite pas la capacité d'intelligence, on va dire, du logiciel, de la machine. Est-ce qu'on ne risque pas de revenir finalement à juste de la logique, comme pourrait le faire un tableau Excel, quoi ? Alors, ça serait le cas si on disait on veut mettre que de la logique. Et en fait, l'idée, c'est vraiment, d'ailleurs, nous, quand on est une parfaite illustration, c'est de mettre des modules ensemble. Il y a le module Deep Learning dans Nook, parce que il se trouve que c'était très bien pour ça. Il y a des modules symboliques, parce que justement, on va pouvoir expliquer ce genre de choses. Il y a un module méthode arborescente, comme pour le Go, mais qui s'adapte. Donc, effectivement, ça serait un retour en arrière de dire revenons aux anciennes méthodes. Pas du tout. C'est pas du Donc tout. Là, c'est vraiment une nouvelle génération qui prend en considération toutes les méthodes et les nouvelles exigences d'explicabilité. Je voulais aussi vous interroger sur le nom Nukai. Moi, j'ai fait mes petites recherches, mais c'était difficile. J'ai trouvé en estonien le Nook, qui viendrait du latin, ça qui voudrait dire poupée, ou en tout cas le stade d'une vie, de la vie d'un insecte, qui suit le stade larvaire et précède la maturité. Alors c'est ça qui vous a inspiré ? Alors, pour être franche, absolument pas. Alors d'où ça vient, Nukai ? Ça vient du fait qu'on ne voulait pas, bien sûr, un nom qui est bridge, que ça soit ni français ni une autre langue. Et en fait, Nuka, c'est notre chienne.
sans le i, elle ne pense qu'à jouer. Donc on s'est dit, bah voilà, une boîte qui est basée à la base sur un jeu, Nukai. Bon, je vous ai donné une explication plus littéraire, on va dire. Voilà, on pourra s'en servir. Alors, vous l'avez cofondé en 2018, mais donc vous êtes parti du monde de la recherche pour aller sur le monde de l'entreprise, de la start-up. Ça devient de plus en plus courant, finalement. Hein, c'est plus tellement un étonnement. Mais est-ce qu'il vous semble que ça reste quand même un grand écart, que c'est quelque chose de très différent de passer du monde de la recherche à celui de l'entreprise? Complètement. Et d'ailleurs, j'aurais jamais créé toute seule Nukai. Hein. Nukai, c'est pas moi. Je suis sur la partie recherche. C'est vraiment, bien sûr, il y a toute l'équipe, mais les deux cofondateurs, donc Jean-Baptiste Fantin, sans qui il n'y aurait pas de Nukai. Hein, parce que moi, j'avais mon idée de recherche, mais après, être capable de transformer ça. Et puis, moi, de mon point de vue. Je pense que c'est bien justement, là c'est le côté hybride, mais science et business, donc voilà, c'est vraiment la personnalité des deux. C'est aussi un joueur de bridge, donc ça facilitait la tâche, parce qu'il voyait bien effectivement qu'il y avait du potentiel, mais c'est lui qui a imaginé notre parcours en fait, et pour l'instant c'est vraiment un succès, parce que on a tenu, on a levé peu au début. Moi j'étais Alors vous en êtes où aujourd'hui? On est à quel stade là Alors là, en fait, croissance. On est au stade où on a levé que 2 millions depuis 4 ans, ce qui est peu, parce qu'on a vraiment des chercheurs internationaux, une équipe fantastique. On est 20. Donc, ouais. Voilà. Alors que vous êtes dans ce qu'on appelle la deep tech, ouais. donc où il y a d'énormes besoins d'investissement, hein, puisque c'est de la recherche. Et en fait, ça, c'est Jean-Baptiste qui a eu l'idée de dire non, on va lever ce qu'il nous faut, pas trop, on va voilà. Et puis, on va avancer avec, d'une part, la recherche sur le bridge, et pendant 1 an, c'était que ça. Et au bout d'1 an, Jean-Baptiste a recherché les verticales qui collaient le mieux. Donc, on a avancé sur certaines verticales. Je ne dis pas qu'on va faire tout sur tous les domaines. Et là, on est arrivé à la phase où le challenge, on a montré que ce n'était pas que des mots. Hein, ouais. Parce que nous, que c'est une IA frugale. Hein, on a dépensé 200 000 fois moins de ressources que Google, DeepMind pour AlphaGo. Ensuite, elle est hybride. Et puis, il y a dans le futur une collaboration homme-machine, justement, qui sera... Alors oui, on n'a pas parlé de cet aspect collaboratif de votre IA, de ces algorithmes de demain. Comment ça va fonctionner? Comment ça se concrétise, ça? Alors, on va les concrétiser. Sur le bridge, c'est très simple. Hein, c'est l'homme et la machine qui combattent l'homme et la machine, un petit peu. Et en fait, où chacun prend la main. C'est-à-dire qu'ils formeraient des binômes? Exactement. Pour dire, voilà, l'humain dit, moi, là, je sais faire. Après, il peut poser une question à l'IA. L'IA, vas-y, prends la main. Puis là, elle dit, pour moi, c'est pareil, mais toi, humain, tu sais mieux que moi, etc. Et ça, bien sûr, le transférer très vite, par exemple, sur la finance, pour récupérer l'expertise des financiers, faire des explications. Et c'est ça que je voulais dire pour le futur recherche. C'est ce qu'on appelle les cobots aujourd'hui, les robots collaboratifs. Alors là, je connaissais même pas. On emploie ce terme beaucoup dans l'industrie. Ouais, d'accord. Parce que c'est physique finalement, la machine, oui, c'est un robot physique qui collabore avec l'homme. Oui, mais il faut quand même que les deux s'entendent. Ouais, c'est ça. Et en fait, pour le futur, en fait, on prévoit très vite, hein, parce que là, évidemment, avec le succès du challenge, on est approché par beaucoup de... Y compris des GAFAM, y compris Google, par exemple? Plus pour travailler ou pour... mais ça, c'était un petit peu dès le début. Hein, Palantir, après le challenge, évidemment, c'était DARPA, l'armée américaine, etc. Ouais, on est pas mal... Donc vous êtes très regardé du côté de l'Atlantique. Du côté de l'Atlantique. Et nous, ce qu'on veut, c'est accélérer, vraiment, faire une grosse levée cette fois, hein, ce qui n'était pas le cas avant, parce que maintenant, on sait quoi en faire. Ouais. Faire une grosse levée avant la fin 2022 pour accélérer sur les verticales et puis commencer à en adresser d'autres. Voilà. Est-ce que vous avez besoin aussi d'un volume conséquent de jeux de données? Pas du tout. Enfin, non. Parce que vous me dites, oui, on pourrait travailler avec Google. Est-ce que Google pourrait vous fournir ces jeux de données, par exemple? Ça ne nous intéresserait pas. Nous, on n'a pas spécialement envie de travailler avec Google, ça c'est sûr. Mais c'est plus... Parfois, en fait, ça ne veut rien dire. Hein. Des fois, moi, j'ai des collègues qui maintenant sont chez Google. On se parle encore. Hein. C'est pas la guerre. Mais non, nous, ça, justement... Vous voulez rester une entreprise française, c'est ça l'objectif? Pas du tout. On peut s'internationaliser, etc. Mais par contre, avoir beaucoup de données, ça ne nous intéresse pas. On préfère en avoir peu, mais qui
soit intelligente, qui ait une bonne sémantique et qui puisse justement nous servir. Donc travailler sur des expertises précises, donc pour des secteurs d'activité, dans quoi? Dans l'industrie? Vous pouvez donner des exemples? Oui, les exemples, c'est effectivement dans l'industrie. On travaille avec une compagnie aérienne et là, c'est pas beaucoup de données, c'est les données d'un expert au départ, hein, ça marche très bien. La cybersécurité, évidemment. Donc c'est pareil, créer un langage intelligent au-dessus. Donc là, c'est vrai qu'on est un petit peu approché par les Américains, mais voilà, on espère pouvoir faire des choses, bien sûr, avant avec les Français. Maintenant, on a un campus cyber en France. Non, mais se mobiliser sur cette question. Et justement, là, c'est complètement dans la boucle, puisque un des premiers partenaires qu'on a eu, hein, c'était Thales. Et là, justement, la partie cyber, la ruche de Thales, on commence à accélérer et on est très contents. Bon, Véronique Vantaux, je voulais qu'on termine quand même sur le format interview express. Là, c'est vous répondez vraiment spontanément. Ce qui vous vient, ça peut être des réponses professionnelles ou personnelles. Première question, déjà, Véronique Vantaux, quels sont vos rêves? Mes rêves, ce serait d'arriver à faire... ça va paraître complètement bébé, mais d'arriver vraiment à faire... en sorte que et les animaux et les humains bénéficient de nos techniques. C'est un vrai rêve. Des progrès autour de l'IA. Des progrès, de pouvoir me servir de cette superbe aventure pour faire du bien AI for good, mais du vrai AI for good, pas AI for money. Ça, c'est mon rêve. Est-ce que vous diriez que vous avez une idée fixe? Une idée fixe. Quelque chose que vous poursuivez ou pourchassez peut-être? Oui, le fait de ne pas m'ennuyer. Ça, c'est... Comment vous imaginez le futur? Le futur, je l'imagine pas beaucoup, en fait. Pourtant, vous travaillez dedans. Oui, mais... Vous l'inventez? Oui, je peux prévoir le futur en recherche, mais le mien, pas tellement. Je profite de l'instant présent. Et bien sûr, j'ai envie de voyager, mais envie de récompenser cette équipe, mais géniale, quoi. Géniale et très atypique, parce que venir bosser chez Nukai, c'était vraiment des profils et voilà. Et vous recrutez, j'imagine? Là, on va recruter, mais sur les verticales, donc dans d'autres locaux. Et on a des locaux superbes sur la butte aux Cailles qui ressemblent à une maison où justement Cédric C'est Villani... le cœur de la recherche. Voilà, et Cédric Villani a dit beaucoup. on se croirait à la maison. C'est super. Merci beaucoup Véronique Vantaux. Je rappelle que vous êtes chercheuse et cofondatrice de Nukai qui attire aujourd'hui les regards du monde de la tech. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, votre rendez-vous 100% dédié au secteur spatial sur Bismart. Alors on commence aujourd'hui notre émission avec un débrief de l'actualité, comme tous les mois sur Bismart, de l'actualité spatiale évidemment. En plateau, pour en parler avec nous, nous avons Mathieu Luineau, consultant senior chez PwC France et Maghreb, et donc spécialisé également dans le secteur spatial. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de Smart Space. À vos côtés, Maxime Puteaux, conseiller espace et industrie chez Euroconsult. Bonjour. Bienvenue à tous les deux sur le plateau de Smart Space. On va commencer avec un anniversaire. C'est notre première actualité à traiter aujourd'hui. Le rover Persévérance a fêté ses 1 an sur la planète Mars. Alors, est-ce qu'on peut déjà faire un bilan de cette technologie? On rappelle qu'il y a 1 an, le départ avait été suivi par le monde entier, à peu près. On voit à l'image ce rover qui défile. Donc, la mission principale, c'est d'aller récolter des échantillons de la planète Mars pour révéler peut-être les secrets de la planète rouge. Est-ce qu'on peut faire un bilan déjà? D'abord, moi, je pense que c'est une très grande réussite, puisqu'on a réussi avec ce rover et notamment l'hélicoptère Ingenuity qu'il a abrité pour cette mission, réussi à faire un certain nombre de démonstrations technologiques. Donc, cet hélicoptère Ingenuity, par exemple, qui était une grande première, faire voler comme ça un drone sur Mars et qui a de très loin dépassé les attentes de la NASA. Donc ça, c'est un premier succès. Et puis, sur un certain nombre des missions qui étaient celles de Persévérance, de commencer à analyser des échantillons sur Mars, sur place, mais aussi en collecté, on voit qu'on arrive progressivement à avoir des avancées assez importantes.
Pour une mission à 2,7 milliards de dollars, c'est une bonne nouvelle. Mais la cerise sur le gâteau, on est vrai, Mathieu a raison, c'est l'hélicoptère qui a dépassé toutes les espérances de ces ingénieurs, avec une petite vingtaine de kilomètres parcourus au total, et puis aussi, d'après les scientifiques, une vraie valeur ajoutée, puisqu'on s'élève dans les airs, et du coup, on a une meilleure vue sur l'environnement, et du coup, on peut mieux guider le rover. Alors justement, c'est l'hélicoptère qui a pris cette photo qu'on voit à l'image, qui était donc la coiffe en fait, qui a abrité Persévérance lors de son entrée dans l'atmosphère. Donc c'est assez impressionnant d'avoir pu retrouver sur la planète Mars, c'est là qu'on voit aussi toute la distance qu'il est capable de parcourir, d'avoir pu retrouver un vestige de l'arrivée, pour son anniversaire, de l'arrivée de ce rover Persévérance. Un dernier mot peut-être, on rappelle encore, il faut le rappeler parce que c'est important, que la caméra de ce rover est une caméra française portée, qui s'appelle donc Supercam, portée par l'équipe de Sylvestre Maurice, que nous avions reçue pour une émission spéciale et qui est donc toujours un succès pour l'instant dans l'espace. On tire sur Mars depuis Toulouse, c'est une bonne nouvelle. Alors on enchaîne direction l'ISS avec la première mission de la société Axiom dans la Station Spatiale Internationale. Première mission à l'équipage 100% privé avec des passagers qui sont plus ou moins des touristes. On va voir si on peut définir ça. Le pilote également est un ancien astronaute payé par Axiom aujourd'hui, donc équipage 100% privé qui a passé 2 semaines dans la Station Spatiale Internationale. Oui, ils sont restés un peu plus longtemps que prévu. Ça devait rester une semaine, puis des problèmes météo ont fait qu'ils ont étendu un peu leur séjour. Finalement, c'est pas mal vu le prix de la mission. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que Axiom, finalement, ici, la société agit un peu comme une agence de voyage. Elle achète, elle loue la capsule à SpaceX, qui est aussi un prestataire de la NASA, et finalement, elle devient un peu agence de voyage au bénéfice de clients qui en ont les moyens. Donc, elle a payé son ticket à la NASA ? Elle a payé son ticket à SpaceX et il y a aussi donc pour voler vers l'ISS. Et puis pour utiliser l'ISS, il y a eu aussi des petites contreparties payées à la NASA. Ce qui est intéressant, c'est qu'Axiom est aussi un prestataire de la NASA et va plus tard rajouter des modules à la Station Spatiale Internationale. Oui, parce qu'il y a ce projet de créer un hôtel sur la Station Spatiale Internationale. Axiom est positionné depuis longtemps sur ce projet-là. Donc on voit qu'en fait, ce sont les premières étapes du futur de la Station Spatiale Internationale. C'est ça, ce sont vraiment des premières briques. C'est-à-dire que cette mission-là, elle avait pour objectif, c'est pour ça aussi, pour répondre un peu à votre question initiale, ça va au-delà du tourisme spatial. C'était aussi une mission de test, de démonstration d'un certain nombre de technologies, par exemple sur la recherche sur les cellules cancéreuses, sur comment est-ce qu'on peut manufacturer en orbite des satellites et comment est-ce qu'on peut faire des tests sur le déploiement de ces fameux modules qui, comme vous l'avez dit, au début ont vocation à être plugués sur la Station Spatiale Internationale et puis qui, à un horizon plus lointain, vont se détacher pour devenir une station spatiale autonome opérée par Axiom. Alors, ces expériences que vous avez citées, elles ont été menées dans la Station Spatiale Internationale par cet équipage privé. C'est ça. Donc c'est pour ça aussi qu'on a parlé de touristes. J'ai dit que j'y reviendrai parce qu'en fait l'équipage lui-même refuse d'être appelé touriste spatial. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été entraînés, parce qu'ils estiment avoir été utiles justement avec ces missions-là. Et donc ils estiment que ce ne sont pas des touristes, ce seraient plutôt des astronautes. Mais est-ce qu'on peut les définir comme astronautes ? C'est une appellation que de toute façon tous les participants privés à des vols spatiaux réfutent, et ce depuis 2001. Moi j'aurais tendance à penser qu'un astronaute c'est quelqu'un qui est en capacité de prendre en charge la mission en cas de problème. Et si on fait l'analogie avec Soyuz qui est beaucoup plus manuel, l'entraînement d'un astronaute privé c'est quelques mois, l'entraînement d'un pilote c'est plusieurs années. Puis il y a une sélection quand même qui va au-delà de la formation pratique. Oui, là, la sélection se fait par le porte-monnaie. Là, en l'occurrence, elle se fait par le porte-monnaie. Mais c'est vrai que la frontière est un peu floue puisque sur Crew Dragon, il y a énormément d'automatisme. Donc finalement, le rôle de l'astronaute, ce sont les usages. Oui, c'est ça, qui sont en train de redéfinir le rôle de l'astronaute et de le rendre peut-être moins indispensable que ce qu'on imaginait. Ça paraît être un futur et pour la Station Spatiale Internationale et pour le secteur spatial assez ça ouvre flou. aussi des portes, puisque la semaine dernière, Axiom a aussi annoncé un contrat avec les Émirats Arabes Unis pour l'envoi d'un astronaute sur 6 mois. Donc la première fois, les Émirats étaient passés par la Russie pour des vols d'une semaine. Là, on passe à 6 mois et encore une fois, via Axiom, qui est vraiment l'agence de voyage de l'ISS en ce moment. Donc ça paraît fou qu'aujourd'hui, ce soit des sociétés privées qui organisent le déplacement d'un astronaute lié à une agence étatique
donc en l'occurrence aux Émirats Arabes Unis, pour aller dans la Station spatiale internationale, dont cette agence n'a aucune part, d'ailleurs, puisqu'elle ne fait pas partie de la collaboration internationale de l'Agence spatiale internationale. Donc, qu'est-ce qui se dessine, en fait, et pour l'avenir de l'ISS, mais aussi pour l'avenir du secteur et des acteurs classiques aujourd'hui? Qu'est-ce qui se dessine? Je pense d'abord, comme on a une pénurie, si vous voulez, de capacité à justement envoyer comme ça du personnel en orbite à bord notamment de l'ISS. En Europe, on a une pénurie, en tout cas. Notamment en Europe, Ouais. suite notamment aux actualités récentes. Mais, donc ça permet effectivement à des agences spatiales qui n'en ont pas la capacité de quand même participer à ce genre de programme. Donc ça, c'est une première chose. Et donc ça dit un petit peu, si vous voulez, cette nouvelle dynamique aussi de privatisation d'un certain nombre de services qui permettent de combler certains manques qui peuvent exister dans les programmes publics. Et je pense que c'est une bonne chose. Ça va permettre à un grand nombre de nations de participer à cette aventure-là. Donc là, dans ces missions-là, la NASA est rétribuée. Comment ça se passe pour les autres acteurs, les pays qui collaborent sur la station les spatiale États membres de internationale? l'ISS, il y a un barter agreement, c'est-à-dire c'est un échange en nature. Je t'échange le transport de ton astronaute contre du ravitaillement ou du temps d'utilisation des modules. Là, l'arrivée d'un prestataire privé, ça pose la question du temps d'utilisation de la station. Et c'est la société et vis-à-vis de son état d'appartenance qui fait en sorte que déjà elle est rétribuée. Et puis elle n'interfère pas non plus avec les vrais astronautes professionnels qui, eux, ont des missions scientifiques. Pour l'instant, tant que la Station spatiale internationale est encore en activité officiellement, ça devrait être jusqu'en 2030, a priori. Et donc après, un hôtel, peut-être. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, pour SpaceX, et peut-être pour d'autres fournisseurs, ces touristes-là, c'est une nouvelle ligne de business au même titre que le lancement des satellites. Oui. C'est quelque chose qu'on n'entendait pas forcément il y a un an. C'est intéressant de voir que SpaceX et Axiom se complètent dans leurs propositions aussi. Parce qu'alors, on a compris que pour la mission d'Axiom, c'était une capsule Crew Dragon pour les transporter. Pour que vous compreniez, c'est la navette qui va les amener jusqu'à la Station spatiale internationale. Le lanceur, c'est Axiom. Et donc, pour les Émirats arabes aussi, on a cette même Exactement. répartition. On est vraiment, Axiom pour l'instant n'a pas d'actif en orbite et est vraiment un intermédiaire. Donc ça paraît fou de voir aussi ce nouvel équilibre privé-privé qui se met en place. On revient en France, si vous voulez bien, parce qu'on a encore des actualités à traiter. La première, c'est une annonce qui avait été faite en avant-première sur le plateau de Smart Space, celle de la création d'un fonds qui s'appelle le fonds Expansion, porté par Audacia et Starburst. On parle de quelle somme investie, on parle de quelle cible destinée aux startups françaises, européennes? Alors, dans un premier temps, on parle d'une somme qui avoisine les 100 millions d'euros, qui a vocation ensuite à croître vers les 300 millions d'euros, voire plus, qui correspond finalement à ce qui se fait aujourd'hui sur les quelques grands fonds d'investissement de venture capital dans le spatial. Donc je pense que c'est déjà un très bon signal, parce qu'on sait que c'est un peu le talon d'Achille dans l'industrie spatiale et de défense dans l'Union européenne. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Et puis ça a vocation à alimenter en financement des startups françaises, mais pas que, puisque c'est plutôt un fonds qui a une portée européenne dans l'ensemble. Plutôt early stage? Finalement, quand on voit les sommes qui veulent être investies, ça pourrait même monter sur quelques séries un peu plus matures. C'est intéressant parce qu'en France, donc on a une expansion qui arrive. On a Cosmic Capital, le fonds entre Carista et le CNES. Qui est arrivé avec 30 millions d'euros. 30 millions, ouais. Ce qui avait été aussi pointé du doigt, parce qu'on disait c'est pas si énorme que ça quand même. Voilà. Donc il va peut-être y avoir une spécialisation, mais c'est intéressant. Au moins, les entrepreneurs vont avoir le choix. Et les investisseurs aussi. Oui, on avance sur des vraies propositions. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour l'écosystème français. Plutôt, oui. Oui, bien sûr, totalement. Et puis on arrive en plus avec un fonds qui va bénéficier aussi de l'expertise, notamment de Starburst, qui a déjà commencé à accompagner des entreprises du spatial et de la défense. Donc je pense que c'est un signal très positif, en tout cas pour l'industrie. Alors toujours dans l'actualité des startups françaises, nous avons la startup Exotrail que nous avons reçue plusieurs fois en plateau ici sur Smart Space, qui a annoncé l'arrivée de son Space Van. Alors qu'est-ce que c'est, de quoi on parle? C'est une technologie qui a fait beaucoup parler depuis cette annonce-là. De quoi il s'agit? C'est un véhicule de la logistique du dernier kilomètre. Exotrail, jusqu'à présent, il faisait des moteurs. Là, c'est un quasi-satellite qui va se détacher du lanceur, à partir duquel il est lancé, et qui va ensuite acheminer ses satellites clients, ses passagers, sur leur orbite finale de travail. Donc Exotrail devient un acteur de la mobilité, c'est assez intéressant. Oui, ça paraît fou. Et puis l'objectif d'Exotrail, c'est de permettre de réduire
le coût de lancement et notamment de mobilité sur ce dernier kilomètre, dans une optique de faciliter le déploiement de constellations de satellites notamment, puisque ça oblige les opérateurs à positionner des satellites sur différents plans, avec des inclinaisons différentes, voire parfois des altitudes qui diffèrent. Ça oblige soit à faire plusieurs lancements pour une même constellation, ou alors à embarquer des moteurs sur des satellites qui en réalité ont vocation à être miniaturisés et le moins cher possible. Donc là, c'est une vraie solution qui est apportée à l'industrie. Et le pari d'Exotrail, c'est celui-là, c'est celui des constellations. Et ils pensent pouvoir permettre de réduire le coût de la mobilité d'à peu près 50%. Donc c'est énorme. C'est considérable. Donc on est toujours sur cet objectif permanent de réduire les coûts. Sur le papier, c'est le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que vous voyagez dans les transports en commun, en étant passager secondaire sur un lancement type SpaceX ou Arianespace, mais en même temps, grâce à Exotrail, vous avez un transport customisé qui vous amène là où vous souhaitez aller, c'est-à-dire les avantages du taxi. Donc le prix du transport en commun, plus un petit premium, mais la qualité du taxi. Sur le papier, c'est intéressant. Est-ce qu'on sait s'il y a d'autres technologies qui viennent concurrencer ce projet? Alors pour Exotrail n'est pas le seul, mais l'avantage d'Exotrail, c'est qu'il maîtrise la technologie de la propulsion qui est vraiment la plus importante. Et puis je dirais qu'au-delà de la propulsion, il y a aussi les solutions de connaissance du trafic spatial et des mécaniques de déplacement en orbite. Exotrail a non seulement la partie, je dirais, propulsion, mais aussi une solution qui s'appelle ExoOps, qui optimise le déploiement des constellations. Et c'est vraiment l'intégration verticale de toutes ces technologies qui permet aujourd'hui de déployer ce van. Alors, autre actualité, on a failli l'oublier, on est revenu en France un petit peu trop vite, aux États-Unis. Un événement fort sur lequel j'aimerais quand même revenir. Une annonce de la vice-présidente Kamala Harris qui annonce renoncer officiellement aux tests anti-satellites, précisément. Alors, pourquoi c'est important? Parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup depuis le mois de novembre dernier à peu près, avec le test anti-satellite réalisé par la Russie sur son propre satellite qui n'était plus en fonction, qui a généré énormément de débris. Donc c'est important parce que le sujet des débris spatiaux est un sujet phare aujourd'hui, mais il y avait déjà eu des accords en fait autour de l'arrêt des tests anti-satellites. Il y a eu des discussions et les discussions n'avaient pas forcément abouti et les États-Unis n'avaient pas forcément été de très bonne volonté jusqu'à présent. Là, il y a un renoncement. Il est intéressant parce que finalement, on renonce uniquement au test direct, c'est-à-dire de tirer un missile. Rien ne dit que finalement, la collision d'un satellite avec un autre, volontaire ou non, ne pourrait pas avoir lieu dans le futur. Mais elle est intéressante, c'est-à-dire que les États-Unis sont de retour sur la position du mieux placé. Et dans une position un peu bienveillante qui est quand même assez intéressante, volontariste. Et puis c'est vrai que ça fait partie aussi des priorités de la politique spatiale de l'administration Biden, cette utilisation responsable de l'espace. Et puis le signal est bon parce qu'on ne peut pas demander à l'ensemble de la communauté internationale de ne pas engager ce genre d'activité si en tant qu'États-Unis on ne montre pas l'exemple. Et puis je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va permettre d'encourager le développement de solutions de neutralisation de satellites qui ne sont pas du coup cinétiques et avec l'utilisation de lasers, de brouillage, etc. Donc des solutions qui sont plus viables, plus responsables. Donc je pense que ça va engager ce signal-là aussi. Mais des solutions qui sont là, qui existent de toute façon déjà technologiquement. La France les a, beaucoup de pays aujourd'hui dans le monde les ont. Simplement, il fallait peut-être ce coup de pouce pour interdire l'usage des satellites, des tirs anti-satellites. Parce que les États-Unis ne renoncent pas aux moyens qui leur permettraient de faire des tests anti-satellites, juste ils s'interdisent de le faire. Donc finalement, c'est du volontarisme à peu près. Déclenché par la Russie. Oui. Ça n'aurait pas eu lieu si la Russie n'avait pas fait ce tir-là. Probablement non. Oui. Alors, on finit avec une dernière actualité. Il est évident que personne n'est passé à côté de cette actualité puisqu'il s'agit de la réélection du président Emmanuel Macron. On en parle pourquoi? Parce que c'est intéressant de se demander si c'est une bonne nouvelle pour le secteur spatial. Alors, je vous pose la question à tous les deux. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle parce qu'on avait vu en fin de quinquennat précédent un certain volontarisme de la part du gouvernement avec France 2030 qui avait un volet spatial important. Ensuite, il y a, je pense, 3 défis qui vont se poser dans ce nouveau quinquennat. D'abord, il va falloir contribuer et continuer à structurer la filière spatiale en France, notamment sur le plan de son développement territorial, du développement de ses infrastructures. Comment est-ce qu'on accompagne de manière intelligente les acteurs? Il ne suffit pas de faire un chèque avec France 2030 pour que ça marche.
faut accompagner intelligemment avec les appels d'offres, etc. France 2030, 1,5 milliard, C'est ça, donc répartis. au moins. Sur l'enjeu européen, il va falloir continuer à consolider les partenariats avec l'Allemagne, l'Italie, qui ont pu apparaître comme des concurrents potentiels pour l'industrie française, et tirer aussi profit de ce que l'Europe souhaite faire avec, par exemple, le cloud computing, le quantique, où la France a des avantages considérables. Des plans qui ont été présentés, le plan quantique par et exemple. qu'il va falloir mobiliser aussi via le secteur spatial. Et puis juste un dernier point rapidement, sur le plan international, moi je pense que la France a une vraie possibilité d'être un acteur important, d'avoir un coup d'impulsion sur l'usage plus raisonné et responsable de l'espace, avec le développement des technologies plus propres et aussi la création, pourquoi pas, d'un forum de discussion sur les débris spatiaux, la décarbonation du spatial. Donc, je pense 3 défis importants pour le président. Sujet qui était un sujet aussi phare lors du sommet du spatial à Toulouse, avec le Space Traffic Management également, et puis en parallèle la conférence sur Copernicus. Votre avis, Maxime ? C'est une bonne nouvelle sur la continuité. En effet, il y a une très bonne dynamique qui s'était amorcée dernièrement. Il y a plusieurs échéances qui vont arriver à court terme. On a une ministérielle de l'ESA qui arrive en fin 2022. On a aussi des décisions importantes sur la constellation européenne au niveau de la Commission européenne. Donc c'est une bonne nouvelle qu'on ait cette continuité politique. Oui. Après, ce qui est intéressant, c'est que pendant la présidentielle, il y avait aussi d'autres candidats qui parlaient du spatial, notamment Jean-Luc Mélenchon. Et les législatives aussi nous diront si cette continuité, finalement, elle est infléchie ou pas par le résultat des élections. Donc, le spatial, en tout cas, fait partie des discussions politiques. Ce n'est pas un enjeu structurant de la politique nationale, mais il est sur la table de tous les côtés des partis. Donc, est-ce qu'il y a des promesses ? Alors, vous disiez les territoires, au niveau européen aussi, reprendre une place forte pour la France. Il y a des accords bilatéraux qui avaient déjà été portés par Bruno Le Maire avec l'Italie, avec l'Allemagne. Donc ça, c'est des sujets qu'il faut continuer à porter. Il faut, continuer à les porter et s'assurer de leur bonne mise en œuvre. Il y a des engagements qui sont pris face à la France, parce que ça a des enjeux aussi pour l'emploi qui vont être considérables pour le futur ministre de l'économie notamment. Donc il va falloir être vigilant en tout cas en tant qu'acteur majeur du spatial en Europe. On rappelle qu'on attend, a priori sous sa présidence, mais peut-être dans l'année, on n'est pas sûr, le lancement d'Ariane 6 qui a signé un contrat pour Kuiper avec 18 lancements. Donc il y a quand même des bonnes nouvelles qui vont donner une certaine dynamique à ce secteur spatial. On espère que derrière, le gouvernement va suivre pour donner l'impulsion nécessaire pour que la France soit aussi sur les sujets de souveraineté bien positionnée. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de Smart Space pour traiter de tous ces sujets d'actualité encore très riches autour du secteur spatial aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez été intéressés, passionnés par ces actualités. Je rappelle encore peut-être qu'on fête les 1 an du rover Persévérance. On en avait beaucoup parlé sur le plateau. C'est important pour nous de suivre le sujet. Ces sujets-là nous font rêver et nous rappellent aussi pourquoi c'est important de parler d'espace. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.